dans le marché du digital, qui est dominé en fait par les GAFA, Google, Amazon, Facebook, Apple, il y en a un qui sort véritablement du jeu, c'est Apple. Ah oui, c'est clair. Tout à fait. Il sort du jeu parce qu'en fait, il a su créer derrière la technologie un besoin de luxe. Oui, c'est devenu une marque de luxe. En fait, le génie de Steve Jobs a été de faire d'une entreprise de technologie, hein, avec des cycles courts, avec des marges faibles, eh bien, il a su en faire réellement une marque de luxe, avec tous les attributs du luxe. C'est pas simplement lié au design qui était tout à fait sophistiqué, de faire du beau, et c'était beaucoup plus que cela. Oui, en fait, c'est un élément fondateur, hein, le design, le fait d'avoir des interfaces très fluides, rapides, etc. Ça a participé à. Mais ce qui, sans doute, a été un élément déclenchant par rapport à ce positionnement sur le luxe, c'est quelque chose dont personne ne parle, et c'est en fait les Apple Store. Hein, parce que l'Apple Store était nécessaire. Alors ça paraît un peu surprenant parce qu'il crée des Apple Store en plein boom de l'e-commerce. En 90. Et tout le monde dit il faut être pure player, et lui il crée en fait du brick and mortar, quoi. Il lui crée des boutiques. Et oui, oui, tous les consultants disaient, oulala, même le directeur financier à l'époque d'Apple disait, encore Steve qui a fait des bêtises, nous ouvrons des magasins physiques. En fait, il avait recruté au board d'Apple personne qui est vraiment, on l'appelle le prince du retail, Dexler. Et avec cette personne, ils ont pu... Dexler, c'est celui qui avait créé Gap, enfin, ou qui avait repris Gap, voilà, hein, qui est un truc assez bas de gamme, a réussi à faire une belle marque au plus luxe, on va dire. Et donc, cette personne, donc le prince du retail, a permis à Apple d'avoir une présence physique grâce aux Apple Store, pour lui permettre de rentrer dans le luxe. Sans les Apple Store, il n'y a pas de luxe, parce que le luxe, c'est un contact physique, si ce n'est charnel, avec la marque, avec l'expérience. Mais qu'est-ce qui définit le luxe, en fait? Il y a des critères qui permettent de définir le luxe? Alors nous, par rapport aux expériences qu'on a pu avoir avec des marques dans ce secteur du luxe, on pense qu'il y a 5 attributs. Hein. Le premier, c'est d'avoir un fondateur iconique. Bon, là, sur Apple, ils l'ont. Le deuxième, c'est de faire de l'artisanat. Hein. Alors c'est là tout l'intérêt, c'est que finalement ils ont réussi à dévoyer cet élément-là et à produire en masse un produit qu'ils vendent très très cher, hein, et donc avec une capacité de scalabilité unique. Et puis le troisième, c'est l'intégration. Avec l'Apple Store. Avec l'Apple Store. Le quatrième, c'est un marché global. Et bon, avec Apple, Steve Jobs, il est allé vers les riches, hein, vers les gens qui ont de l'argent. Hein, et donc ça, c'est un secteur finalement homogène au niveau mondial. Et puis le dernier, c'est le prix. Enfin, il y en a un autre, un sixième point, c'est le génie juridique. Ah oui, en effet. Parce que c'est ce que tu m'expliquais, c'est que en fait, non seulement ils ont ce positionnement de luxe, etc., mais ils réussissent à se positionner sur des terrains assez glissants, avec beaucoup de créativité. Ben oui, parce que regarde, on va passer de la portabilité, oui, à la mobilité. On va réussir à avoir des nouvelles règles en matière de concurrence, pouvoir, quand on crée Apple Store, on supprime tout le réseau de distributeurs, oui, ou du moins on le rend presque inaudible, et les conséquences seront très limitées. Oui, ils ont pas eu de... Voilà. Il y a des cas aussi où on veut avoir une distribution qui est si tu veux, gouvernée. C'était le cas avec la distribution auprès d'Orange des premiers iPhones, oui, et là aussi il y avait une sorte d'entente, et ça ne pouvait pas marcher. Et puis finalement ils ont réussi à faire quelque chose qui est incroyable, c'est d'avoir son client qui est fidélisé, qui a un VIP, qui a les moyens, donc il veut acheter du luxe, mais de le suivre en continu. Oui. Et ça c'est quelque chose d'incroyable, qui va continuer aujourd'hui jusque dans la reconnaissance faciale.
qui permet de déroger en fait à l'ensemble des règles en matière de règlement général de la protection des données, puisque la reconnaissance faciale, c'est à la fois en fait une utilisation domestique, donc c'est une dérogation, et les règles de sécurité qui ont été mises en place permettent que la personne, en ayant manifesté son consentement, accepte de confier en fait l'ensemble de ces gabarits qui sont la richesse de demain dans le domaine de la data.